Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parents d'abord avec à mes côtés aujourd'hui un invité que vous connaissez bien, humoriste très populaire. Il sera bientôt de retour sur scène avec un nouveau one-man show qui s'appelle Brut. Il est également animateur télé. Il présente avec succès tous les samedis après-midi sur France 3 l'émission Samedi d'en rire. Vous l'avez reconnu, il s'agit évidemment de Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté mon invitation Jean-Luc, ça fait plaisir. Mais c'est un plaisir. Partagez donc. Invitation dans ce podcast où des personnalités nous racontent leur vie, leur quotidien de parents. On va découvrir à quoi ressemble le Jean-Luc Lemoine papa, forcément différent de l'homme de scène, l'homme de télévision que vous êtes. Alors vous avez 2 enfants, Jean-Luc. Première question toute simple, c'est la tradition dans ce podcast. Comment vous les avez fait? La tradition, c'est de les présenter, c'est de l'audio évidemment, il n'y a pas d'image, on est en toute intimité. En quelques mots, quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils? Alors le plus grand s'appelle Gaspard, il est né en 2007, donc il va avoir 14 ans. Et la petite s'appelle Violette et elle a 10 ans, bientôt 10 ans et demi, parce que c'est un âge où on compte encore les demi. Prénom choisi par le papa ou la maman? Les deux, c'était en concertation. Après, je pense qu'il faut toujours faire attention à son nom de famille quand tu choisis le prénom d'un enfant. Si j'avais appelé ma fille Sharon Lemoine ou Bruce Lemoine, c'est compliqué. J'ai un nom qui fait très franchouillard, donc et puis ces vieux prénoms nous plaisaient beaucoup. 2 très jolis prénoms en tout cas. Alors je sais que c'est pas facile de s'auto-analyser, mais si vous deviez, Jean-Luc, vous décrire en tant que papa, qu'est-ce que vous diriez? Que vous êtes un papa poule, un papa protecteur? Racontez-nous. Je suis un papa inquiet. Je suis parti dans la paternité assez tard. À quel âge? J'avais 37 ans. Et je me disais, bon, je vais attendre d'être prêt, d'être apaisé dans ma profession. Et à un moment, je me suis rendu compte que je le serais jamais, donc il fallait se lancer. Et puis, j'avais plein de principes d'éducation. Et je pense que comme beaucoup de parents, on part avec des principes et puis après, on gère. On gère comme on peut. Mais être parent, pour moi, c'est d'abord un acte d'humilité. On s'adapte. Donc, j'essaye d'être présent et de répondre quand ils sont là. J'essaie de pas être ni le copain, ni le tortionnaire, de trouver un juste milieu. Donc, il y a des moments où je suis un papa complice, et puis il y a d'autres moments où j'essaie de leur donner quand même quelques règles à respecter, parce que c'est important. Et puis, c'est un cadre. C'est un cadre super important. Et puis aussi, depuis qu'ils sont tout petits, j'ai jamais considéré que c'était des enfants, qu'il fallait leur parler comme des enfants. Donc, je leur fais des vannes comme si je les faisais à des adultes. Alors justement, j'allais vous poser la question, vous êtes humoriste, question toute simple, d'ailleurs qu'on doit souvent vous la poser, on a souvent à l'image le cliché de l'humoriste qui fait tout le temps des vannes, qui est drôle au quotidien avec vos enfants, dans la relation que vous avez avec eux. Quelle est la place de l'humour, justement? Elle est très importante, mais pas. Je suis pas un humoriste qui fait des vannes tout le temps. C'est-à-dire que si vous faites un repas avec moi, je vous rassure, il n'y aura pas de coussin péteur. C'est pas du tout ça. Moi, j'aime pas. Les convives sont déçus d'ailleurs quand ils voient, ils comprennent qu'il n'y aura pas forcément que des vannes. Ouais, ça peut. Moi, pas mes amis, parce que mes amis me connaissent et ils savent très bien qui je suis. Mais ça m'est arrivé quand j'allais voir mes parents. Quand j'allais, il y avait parfois les voisins de mes parents qui venaient, ils habitent en Bretagne, et qui me regardaient, mais genre, il y a un moment, il va faire une vanne. Et je me rappelle d'un voisin qui avait dit à mon père après mon départ, il est pas si drôle que ça dans la vie, et il met même mal à l'aise. Quel compliment. Voilà, c'est ça. Donc avec vos enfants, c'est un dosage, pas tout le temps des vannes, pas tout le temps de l'humour, mais quand même j'imagine cette transmission de l'humour que vous avez ancré chez vous. C'est plutôt un état d'esprit, c'est-à-dire prendre les choses avec du recul et du second degré. Voilà, c'est quelque chose qui est constant. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est que mes enfants, depuis leur plus jeune âge, ont toujours eu du second degré, c'est-à-dire que ils prennent pas les choses au pied de la lettre. Voilà, c'est plutôt une façon d'éduquer. Parce que je pense que c'est culturel, on parle souvent du flegme, de l'humour britannique et tout ça. Je me revendique pas de ça, mais en tout cas, je pense que c'est dès le plus jeune âge où il faut installer ça chez les enfants. Ils viennent vous voir sur scène. Alors là, on sort d'une période un peu compliquée, puisqu'il n'y a pas de scène, mais hors confinement et en période normale, ils sont déjà venus vous voir sur scène. Ils viennent vous voir vos one-man shows. Ouais, ils sont venus. C'était une grande émotion à chaque fois. Mon fils est en âge d'avoir vu 2 spectacles. En revanche, pour la première fois, je leur interdis de venir voir le nouveau. Brut, ouais. Qui est plus transgressif.
Ouais, c'est-à-dire que... Alors, expliquez-moi pourquoi vous voulez pas qu'ils voient ce nouveau spectacle. Parce qu'il y a des choses... ils ont du second degré et donc ils savent que tout ce que je raconte sur scène n'est pas simplement un témoignage de vie. C'est aussi des digressions. Mais c'est vrai que je vais très loin dans certains sujets et il y a des choses que j'ai pas envie de leur expliquer. Parce que... Sur quel thème? La sexualité, je sais que vous en parlez notamment dans, je parle dans de la votre sexualité, spectacle. je parle de... Je dis des choses aussi très incorrectes sur les enfants dans ce spectacle. Il y a vraiment aucun tabou. J'ai voulu faire un spectacle en lâchage complet. Donc, j'ai un doute sur le plus grand qui va avoir 14 ans. Sur la petite, je pense que ça va être compliqué parce que qu'elle fasse la part des choses. Et puis, même si vous savez qu'ils le verront de toute manière sur Internet, ce spectacle, d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Il sera forcément disponible. Ouais, mais je gagnais quelques années. Là, on est plutôt dans une politique de gagner du temps. Dans une interview que vous aviez accordée à nos confrères de Voici il y a quelques années, vous aviez expliqué que vous disiez souvent, en tant que papa, à vos enfants qu'ils sont beaux, chose qu'on ne vous disait pas quand vous étiez vous-même enfant. Racontez-nous. Moi, je viens d'une famille qui a toujours voulu s'intégrer, ne pas faire de vagues, rentrer dans la norme. Et c'est vrai que ma mère a été éduquée par des bonnes sœurs qui disaient attention, c'est très mal d'être prétentieux, rester humble et tout. Et ce qui fait que ça a été poussé à l'extrême. Et ce qui fait que je crois que ma mère avait une obsession, c'est que ses enfants ne puissent pas paraître prétentieux d'une manière ou d'une autre. Et donc j'avais eu le malheur de dire à ma mère, quand j'étais petit, j'ai posé une question que tous les enfants posent. C'était Maman, est-ce que je suis beau? Elle m'avait répondu assez franchement et froidement, non, tu es quelconque. Je ne sais pas si tous les parents devraient être aussi francs avec leurs parents. Ça vous a blessé? Ça vous a suivi? Je prends cette question. Aujourd'hui, est-ce que encore vous avez peut-être un complexe sur le physique qui vient de là, ou au fil des années vous avez réussi à le surmonter? J'ai surmonté dans le sens où c'est pas quelque chose qui me pèse au quotidien du tout. Maintenant, j'ai jamais rien misé sur mon physique. C'est très présent, hein, cette notion du physique. Dans vos interviews, vous en parlez souvent. Aujourd'hui, vous vous considérez comme quelconque? Ah oui. Non. En plus, pas quelconque, parce que j'ai l'impression d'avoir un physique, mais qui rentre pas dans les canons de la beauté ou quoi que ce soit. J'ai un physique, voilà. Il y a des gens qui, quand j'étais à Touche pas mon poste, on me disait que j'avais une grosse tête. Donc après, vous savez, quand on vous colle cette étiquette, des gens qui, en simplification, vous parlent que de ça. Mais c'est quelque chose que j'ai pu entendre quand j'étais gamin. Donc c'est pas quelque chose qui m'affecte. Mais toujours est-il, je me suis dit, je peux pas tout miser sur mon physique. Il va falloir que je développe d'autres choses. Mais évidemment que ce qu'on dit aux enfants est super important. Et moi, j'étais dans une famille de taiseux. Et c'est vrai je crois que j'étais très aimé par mes parents, mais avec beaucoup de pudeur. C'est-à-dire qu'ils me l'ont jamais dit. Ils sont en vie encore aujourd'hui, vos parents? Oui. Vous en parlez avec eux de justement ce ressenti? Non, vous en parlez pas? Non, c'est très compliqué parce qu'ils sont assez fuyants là-dessus. C'est une génération qui parlait pas vraiment de ça. Donc, moi, je me suis pris un choc quand j'ai commencé à être comédien et un jour, un metteur en scène m'a dit tu sais que je t'aime, mais au sens j'aime ce que tu fais, quoi. Et je me suis pris une décharge d'une énergie que je ne connaissais pas. Vos parents ne vous avaient jamais dit qu'ils vous aimaient? Non, pas comme ça, non. Donc, et même quand j'ai commencé à faire ce métier, on me disait plutôt, mes parents étaient plutôt à me dire tu perds ton temps, tu n'y arriveras jamais, que m'encourager à quoi que ce soit. Donc c'est compliqué quand vous commencez quelque chose et que vous avez l'impression d'être le seul à y croire. Ça leur a fait peur, donc quand vous leur annoncez que vous voulez emprunter cette voie particulière qu'est le métier d'humoriste, c'est quoi leur réaction à ce moment-là? Alors, ils vous dissuadent? C'est toujours ma mère qui a les meilleures punchlines et je me rappelle qu'un jour j'allais au marché avec elle et ma sœur et puis elle croise quelqu'un et quelqu'un lui dit tiens, qu'est-ce qu'ils font vos enfants? Et ma mère dit ma fille est prof d'anglais. Et elle se tourne vers moi et la dame lui dit et lui? Lui rien. Lui il fait rien.
Et voilà. Et donc, c'était complètement abstrait. Je crois que c'était quelque chose aussi qui les dépassait. Ils sont pas du tout du sérail. Et c'était quelque chose qui semblait inaccessible pour eux. Et je crois ils m'ont transmis leurs craintes et que ça marche pas. Et aujourd'hui, j'imagine quand même qu'ils sont fiers. Ils sont venus vous voir sur scène, j'imagine. Ils ont mis 10 ans. C'est vrai. 10 ans à venir me voir sur scène. Pendant les 10 premières années, j'ai fait ça vraiment dans mon coin. Sans qu'ils viennent. Au bout de 10 ans, ils sont venus. Je crois que c'est devenu concret pour eux, que c'était un métier quand j'ai intégré l'équipe à Ruquier. L'équipe de Laurent, pour eux, d'un seul coup, il y avait une visibilité médiatique et voilà. Donc, je suis pas parti avec le maximum de bagages niveau confiance. On parle de vos parents, je m'arrête un instant sur l'origine de votre maman, une maman eurasienne, d'origine vietnamienne, ses origines asiatiques. Est-ce que vous en parlez avec vos enfants? Est-ce que c'est un sujet de discussion à la maison ou non? Ça n'est pas un sujet. Ah si, c'est important. On va venir au racisme après. Moi, je suis très... Ses origines. Ouais, non, je suis très fier et je revendique ces origines-là parce que c'est quelque chose qui m'a construit aussi. C'est une façon de penser. De temps en temps, quand je vous dis que ma mère pouvait être cash, c'était aussi une éducation. Mais ça vient aussi de où elle vient, comment elle a grandi. On parlait de... je vais vous dire une horreur. Vous voulez trouver ça horrible, mais moi, c'est un bon souvenir. Mais quand je dis que, en fonction de votre façon de parler aux enfants, je pense que les enfants font la part des choses. Et je sais que quand j'étais gamin, ma mère pouvait être aussi... elle avait des punchlines sans s'en rendre compte. Elle ne faisait pas exprès, mais... Et quand elle en avait marre que dans la maison, je crie « Maman, 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 maman », comme tous les gamins réclament, elle répondait assez froidement à l'autre bout du pavillon « Elle est morte ». Cela dit, c'est drôle. C'est ça. Quand vous dites ça à un enfant de 6 ans, c'est vraiment que vous avez confiance en son sens de l'humour. Parce que c'est un peu tôt, mais c'est aussi ça qui m'a construit. Et qui fait que... c'est une maman qui est restée aujourd'hui fidèle à elle-même dans cet aspect cash, aujourd'hui, dans la discussion que vous pouvez avoir. Ouais, elle peut, mais elle le fait jamais exprès. Elle le fait jamais exprès. Le racisme, un mot sur le racisme contre les Asiatiques, c'est un racisme dont on parle finalement très très peu en France, qui pourtant existe, qui peut être très fort, notamment sur les préjugés. Est-ce que vous avez vous-même déjà souffert de ce racisme quand vous étiez gamin? Non, gamin, parce que moi, c'est assez particulier. Ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux. On voit que j'ai les yeux en amande. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les gens le voyaient pas spécialement, mais dès qu'ils le savaient, oui, j'étais le sujet de mauvaises blagues sur tout, sur la taille du sexe, sur... Quand on est ado, par exemple, ça blesse ce type d'humour à base de préjugés? J'ai trouvé ça tout de suite vraiment stupide et j'avais plus de peine pour les gens qu'autre chose. Après, c'est... parce que pour moi, le racisme, c'est avant tout une paresse intellectuelle. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez à des clichés, à des stéréotypes, c'est parce que justement, vous n'avez pas la curiosité d'essayer de comprendre les gens, de savoir qui ils sont, et que ça vous simplifie la vie de les ranger dans des cases complètement stupides. Alors, on évoquait il y a quelques minutes le Jean-Luc Lemoyne au quotidien, dans son rôle de papa avec la maman, votre femme Adeline. Comment vous vous êtes répartis les tâches? Comment vous répartissez les tâches? Est-ce qu'il y en a un qui, je ne sais pas, est par exemple affecté au repas, l'autre au devoir? Comment ça se passe concrètement avec les enfants à la maison, entre vous? Honnêtement, c'est avec au quotidien, c'est Adeline qui fait le plus, pour être très honnête sur les devoirs, qui fait le suivi des devoirs. Après, moi, je suis là en backup, notamment sur les maths, sur des choses que je maîtrise plus. Donc, je suis disponible à chaque fois qu'il y a besoin. Je suis là aussi pour tout ce qui... moi, je suis préposé à la maison, je suis préposé aux courses. D'accord, donc ça, c'est le rôle de Jean-Luc Lemoyne. Ouais, c'est moi qui arpente les allées de supermarché. Donc, on me voit beaucoup dans les supermarchés. Et d'ailleurs, on vous reconnaît. Alors, peut-être moins avec le masque. Peut-être moins avec le masque. Si, on me reconnaît. Et donc, c'est toujours particulier quand les gens
vous savez, parce que ça va, je suis pas Brad Pitt, donc les gens souvent vous reconnaissent, mais ils savent pas d'où. Donc, comme ça, les titis, ils vous suivent dans les rayons, le temps de retrouver d'où ils vous connaissent. En plus, avec les masques. Donc, c'est très particulier quand vous êtes au rayon papier toilette et que vous vous rendez compte que vous êtes filé depuis trois rayons. Donc c'est particulier. Donc les courses, ça c'est vous, et vous dites c'est votre femme plutôt sur le quotidien des devoirs, des devoirs, choses voilà. Pour les repas, on se le partage. On se les partage, même si, pour être très honnête, en majorité c'est elle, et puis moi de temps en temps. C'est une source d'engueulade ou pas? Parce que parfois dans les couples, on le sait, les enfants. Ça peut être une source d'engueulade. Est-ce que chez vous, ça a été, notamment quand ils étaient petits, quand on manque de sommeil? Non, ça peut être des sources d'engueulade. Ça a changé beaucoup de couples, beaucoup de choses dans le couple, évidemment, parce que d'un seul coup, moi, la paternité, le premier mois, j'ai pris en pleine tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Il faut arrêter de mentir en pensant que tout est rose. C'est un changement radical. Sans retour. Alors j'aimerais qu'on évoque votre notoriété, son impact sur vos enfants. On évoquait votre notoriété au supermarché, là on va l'évoquer quand vous êtes avec vos enfants. Première question toute simple que je pose toujours à mes invités, est-ce que cette notoriété a pu à un moment donné être pesante pour vos enfants, être finalement un fardeau pour eux? Ils me l'ont jamais fait sentir. C'est-à-dire que moi quand je suis dans mon activité publique, j'ai envie que les gens me regardent, et que ce soit sur scène ou à la télé. Les seules fois où ça m'a un petit peu heurté, c'était, je me rappelle à l'époque, j'habitais dans le 19e arrondissement de Paris, et j'étais sur le canal de l'Ourcq, je promenais mon fils dans sa poussette, et quelqu'un me voit, me croise, me reconnaît, fait demi-tour, vient, se penche sur la poussette pour voir la tête de mon fils, et s'en va sans dire ni bonjour, ni au revoir. Et là, j'ai trouvé ça d'une incorrection. Moi, quand les gens sont polis, éduqués, j'ai pas de souci avec ça, ça se passe bien. Si on me demande une photo, je fais une photo. Et comment eux, justement, quand on vient vous voir, vous êtes avec votre femme, vos enfants, qu'on vient vous voir pour un selfie, un autographe, eux, ils restent en retrait. Ça peut être parfois déstabilisant pour un enfant de se confronter à la notoriété réelle, dans la vie réelle, à la notoriété de son papa. Ouais, alors c'est vrai qu'il faudrait leur demander à eux, mais en tout cas, ils m'ont jamais fait sentir qu'ils le vivaient mal. Il y a des moments où ils voudraient aller plus vite, donc ça leur pèse un petit peu, mais c'est quelque chose qui s'est installé assez naturellement. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont petits, ils voient que leur papa peut être sollicité dans la rue ou reconnu dans la rue. Et quand il y a une photo, moi, je leur ai juste dit que j'avais pas envie. Il n'y a pas de photos qui circulent de mes enfants. Après, moi, ça m'est arrivé une fois un spectacle où j'avais ma fille dans les bras qui était endormie parce que c'était un spectacle qui finissait tard. Et quelqu'un qui est venu me voir pour une photo et qui me dit hey, on peut faire une photo, pose ta fille. Quelle horreur. Et je dis non, je suis désolé. En temps normal, mais bien volontiers, je fais toutes les photos, mais c'est pas un paquet, ma fille. Là, elle est endormie, elle a besoin de son père. Donc, non. Donc, c'est les seuls moments où ça peut me tendre et où je peux refuser quelque chose, sinon. Mais sinon, ils sont habitués, voilà, ça fait partie de leur quotidien. Votre femme, comment elle réagit même question, quand on vous aborde, parce que quand vous l'avez rencontrée, vous n'étiez pas aussi connu, hein, c'était, vous aviez une trentaine d'années, vous étiez humoriste, mais vous n'aviez pas eu l'exposition télévisée que vous avez. On a tout essayé, déjà, mais. C'était le début. Ouais, c'était le début, et puis elle, cette notoriété, justement, comment cette montée en puissance de cette notoriété, comment elle l'a vécue? Parce que là aussi, elle a pas mal vécu, parce que je pense que elle a toujours son beau-frère est réalisateur, donc avec ses sœurs, elle a toujours été dans un milieu où il y avait des gens, en tout cas, qui fréquentaient des gens un peu connus, même si c'était voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'elle l'ait mal vécu, et puis surtout. Je vous dis, moi, quand je suis dans la vie civile, je suis très très normal. C'est-à-dire que si on me demande quelque chose, mais je suis pas là en disant attention, c'est moi qui arrive, poussez-vous de là. Donc je pense pas qu'elle l'ait mal vécu. En tout cas, elle me l'a jamais dit. Et j'ai une vie relativement très normale en dehors de mes périodes d'activité professionnelle. Dans son activité, elle, professionnelle, est-ce que les gens savent qu'elle est la femme de Jean-Luc Lemoyne, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle tient à garder assez... Je pense pas qu'elle s'en vante, peut-être qu'elle a honte. Probablement. Mais non, il se trouve qu'elle écrit aussi. Elle écrit... Scénariste, on peut le dire. Scénariste. Et je sais que...
Non, elle en a jamais souffert, mais elle s'est jamais appuyée dessus parce que ce qui compte, c'est qu'on juge son travail et pas du tout. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre son travail et notre relation. Donc, elle s'en est jamais vantée. Vous êtes rencontrés comment? Dans quel cadre artistique? Alors, le truc un petit peu foireux. C'est-à-dire Une rencontre arrangée. Ah. Une rencontre arrangée, c'est... Généralement, ça marche pas, effectivement. Ça ne marche pas. Et il y avait une de ses copines qui était en couple avec un copain à moi. Et sa copine dit, tiens, faudrait que je te présente un copain de Jean Rachid. Jean Rachid, qui est le producteur, entre autres, de Grand Corps Malade. Et moi, Jean Rachid, à l'époque, on se connaissait depuis quelques années. J'avais coécrit son spectacle solo, parce qu'il avait fait un one-man show. Et il m'avait dit la même chose, il faut que je te présente quelqu'un. Et puis, on s'est rencontrés comme ça. Et alors que normalement c'est foireux, ça a marché. Question orientation, on parle de vos enfants. J'imagine que vous parlez souvent avec eux de ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Est-ce qu'ils ont déjà aujourd'hui, ils sont jeunes, mais est-ce qu'ils ont déjà des envies professionnelles? Non, pour l'instant c'est assez vague. Humoriste, animateur télé, ça c'est quelque chose qui... Non, c'est pas exclu. Pas du tout. Ma fille l'autre fois m'a dit qu'elle voulait être institutrice. Donc je pense que c'est un stade où il se pose plein de questions. Je pense que c'est assez abstrait. Maintenant, ce que je leur dis, je leur impose rien. J'ai pas envie, justement. Moi, mes parents rêvaient que je sois ingénieur, mais c'était plus la fonction d'ingénieur qui les rassurait en disant voilà, t'as réussi socialement. La sécurité. Par sécurité. Je leur dis juste, choisissez ce que vous voulez, mais faites-le avec passion. Voilà. Parce que le vrai luxe dans tous les métiers, c'est de choisir son activité et d'aller au travail sans avoir l'impression d'aller travailler. Et il baigne quand même dans un secteur et dans un milieu artistique. Est-ce que chez vous, il y a peut-être des amis humoristes ou des gens de la télé qui viennent chez vous? Est-ce que c'est un secteur, un milieu dont ils sont familiers ou non? À la maison, c'est vraiment la maison, c'est déconnecté de votre activité? Non, il y a quelques personnes qui viennent. Et puis je vous dis, du côté de ma compagne, il y a pas mal de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Donc ils sont habitués à ce second degré, à cette incorrection, à cette impertinence. Donc je pense que c'est des choses qui forgent leur esprit et qui plus tard ressortiront. Une des plus belles appréciations qu'a eu mon fils, à part des bons résultats scolaires, c'était quand je crois qu'il avait 10 ans ou 11 ans et que l'institutrice a dit Gaspard a beaucoup de second degré. Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses. Je lui dis, bon, on n'a pas tout raté au niveau de l'éducation. L'école, justement, une dernière question pour terminer cette discussion. L'école, être le fils ou la fille de Jean-Luc Lemoyne, qu'est-ce que ça change pour eux? Parce que j'imagine qu'évidemment, il peut y avoir une fierté, même de la jalousie, ça peut être positif comme négatif. Comment ça se passe dans leur quotidien à l'école? Alors, ma fille, j'ai l'impression qu'elle est, elle est plutôt contente, même si elle a beaucoup de recul par rapport à ça. Hier, elle était avec une copine à la maison pour le goûter et j'ai fait une vanne et elle a regardé sa copine un peu blasée. Elle fait, t'as vu, mon père, il fait toujours des blagues. Voilà. Donc j'ai eu l'impression d'être le lourdingue de service. Quant à mon fils, il est au collège. Je pense pas qu'il se revendique. Il est dans un collège public pour l'instant et comme le fils d'eux. Les autres enfants le savent. Je sais certainement. Ça a dû se propager, mais comme il en fait pas, c'est pas un motif de fierté ou de prétention. C'est factuel. C'est le fils du mec qui passe à la télé ou qui fait des spectacles, mais c'est pas du tout. Ils se font vraiment dans la masse et je pense pas qu'il en souffre, ou sinon il me le dit pas. Et les réunions parents profs, est-ce que ça, quand vous avez, j'imagine, probablement participé à ce type de réunion, quand vous arrivez dans la salle, est-ce que les regards se tournent d'un coup vers vous? C'est très difficile. Moi, j'essaie de pas faire de paranoïa, donc j'essaie de pas trop juger, mais c'est vrai qu'un jour, je me suis retrouvé dans une classe, où les parents étaient assis aux tables. Et je suis arrivé un poil en retard, donc la seule table qui était disponible, c'était la première table devant le bureau du prof.
Et donc, là, je sentais des regards dans le dos et le prof qui essayait de faire un truc et qui me regardait et qui dit je connais la personne qui est au premier rang. C'était un peu bizarre, mais non, globalement, ça se passe bien. Allez, pour conclure cette discussion, j'aimerais vous laisser, Jean-Luc, le mot de la fin. Imaginons que vos 2 enfants tombent sur ce podcast, écoutent la discussion qu'on vient d'avoir. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser ? Vous pouvez vous adresser directement à eux. Alors Gaspard et Violette, si vous tombez sur ce message, c'est qu'il est trop tard. On a l'impression que c'est un posthume, film, c'est un message posthume. Non, je vais être plus positif que ça. Voilà, s'ils tombent sur ce podcast, ça veut dire que déjà ça sera bien parce que ça veut dire qu'ils sont curieux, qu'ils vont chercher des podcasts et qu'ils vont chercher des choses qui ne leur sont pas offertes comme ça spontanément. Et voilà, je sais pas si je suis un bon père, mais en tout cas, j'ai fait mon maximum et je continuerai à faire mon maximum, à vous accompagner le temps qu'il faudra, parce que c'est vrai qu'on résume souvent la fonction de parent à l'âge à l'enfance, mais en fait, on est parent à vie, et donc je serai toujours là et je ferai au mieux. Je suis pas sûr de toujours réussir. Je pense qu'il y a des moments où j'ai dû vous tendre, il y a des moments où vous avez dû m'en vouloir, vous avez trouvé des choses injustes, mais j'ai toujours agi avec votre maman pour que les choses se passent bien. Et vraiment, je vous aime fort. Merci Jean-Luc. Merci Rémi. Parents d'abord. Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.